Ouais, alors le cas résilient, j'ai un peu la flemme, mais je voulais... Bon, de toute façon, ça fait longtemps que j'ai promis de faire ce point. Euh, En fait, là j'ai voulu le tester. Bon, je savais qu'il allait me descendre. Hein. J'ai jamais pu terminer une phrase. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est... Résilient, bon, on a cru à un moment donné, bah, vous le savez mieux que moi parce que ce n'est pas tellement moi qui m'en occupais, on a cru à un moment donné qu'il pourrait être structurant sur la forme. Il gère bien ses spaces, il a attiré beaucoup de gens. Et pendant un temps, bon après, quand il s'est réjoui et le 7 octobre, quand il a posté c'est génial, c'est super, c'est 1500 morts, ça c'est vrai qu'il a fait il a un peu surpris les gens. Alors bon, il y a des questions qui se posaient, mais on va dire, voilà, c'est juste une question de pas faire une vidéo longue. Hein. J'ai pas envie, voilà. J'ai de la batterie pour une fois, mais j'ai pas envie de faire une vidéo longue sur ce sujet. Surtout que là, je me suis forcé, c'était quand même un peu une corvée. On va dire qu'on a laissé passer 6 mois la prescription, quoi, pour ces horreurs qu'il a tweetées. On le voyait comme... De toute façon, très important, quelles que soient les monstruosités qu'il peut dire, on va admettre que c'est du fond. Hein. Je rappelle que notre questionnement portait sur la forme. Et bon, j'ai reçu des MP disant que... Enfin, de gens optimistes, plus optimistes que moi. Moi, je n'étais pas pessimiste. C'est juste que, bon, voilà, je le vois pas... je le vois pas comme un Jean-Louis Denis, ou c'est pas, voilà, bon, je préfère Jadis, je préfère des gens qui sont, bon, qui ont plus d'épaisseur, mais, enfin, au sens culturel du terme, qui ont l'air d'avoir des idées beaucoup plus variées. Résilience, c'est toujours la même chose. Hein. Mais j'étais pas hostile à l'idée. Moins optimiste que vous, alors je vais pas faire le coup du genre, je vous l'avais bien dit. Déjà, je suis un des seuls à faire ce temps d'observation. Hein. Je suis le seul à être à plein temps sur Twitter et à ne pas avoir de vie. Je dors et je vais sur Twitter dans l'espace écouter, enregistrer, comme chacun sait. Moi, honnêtement, j'ai plus d'espoir. Pas que je le trouve spécialement plus méchant qu'un autre. Il y a des gens qui sont extrêmement gentils comme Dancing, qui sont parfaitement rigoristes, mais qui très calmement vous annoncent que l'islam est vrai, etc. Et moi, dès le départ, je l'ai dit il y a 2-3 ans, résilient. Bon, déjà, il y a un critère en ce qui me concerne, moi, personnellement, en tant qu'arrobase, pour une raison que je connais pas, parce que je suis pas dangereux, et je fais pas de vue, et je suis rien, ni personne, il me laisse jamais aligner 4 mots. J'ai jamais pu faire un discours s'il est côte et qu'il peut couper le micro. Il me coupe systématiquement le micro. Alors, au départ, je pensais qu'il avait peur des blasphèmes, malgré que bien des fois, j'annonce à l'avance, je ne vais pas blasphémer l'islam. Je me plie à la discipline consistant... Voilà, c'est des space Twitter, là, on n'est pas... Si le mec, il est hôte musulman, c'est normal que si on blasphème, il va nous descendre, on peut pas lui en vouloir. C'est pas un truc qu'on peut reprocher à Résilient. J'ai pensé ça, et puis je suis intervenu à 2-3 reprises, j'ai peut-être pu aligner 8 mots, il coupe tout de suite. Il y a... C'est pas Actugoy, hein, on est bon. Actugoy, c'est un cas typique de gestion du micro. Il fait réciter aux gens ce qu'il veut entendre et il a une telle habileté qu'il arrive à, genre, la personne A, elle va prononcer 3 mots, il va la couper avant le 4e, et puis à la personne B, il va lui faire dire les 3 mots suivants. C'est exactement la phrase qu'il voulait qu'il soit dite, hein, les juifs, blablabla. Actugoy, c'est un pro de ça. Il a plein de défauts, mais il a une capacité sportive. Donc Résilient n'est pas du tout au même niveau, mais il va dans cette direction. Et pour moi, c'est une fermeture. Honnêtement, je ne vois aucun espoir qui soit... je ne sais pas à quoi c'est dû d'ailleurs. Enfin, c'est bizarre. Parce qu'il s'est très durement opposé aux autres musulmans. Il s'est fait takfiriser par une partie d'entre eux. Il a conscience du racisme maghrébin moyen qu'il peut y avoir. Ça m'étonne un peu de lui. Il est jeune. Il est jeune, il fait des études, il est à bac plus, je sais pas, 1 ou 2 ou 3, d'économie ou de marketing, je sais pas, je me rappelle plus ce qu'on m'a dit. Je comprends pas pourquoi il sombre comme ça. Par contre, j'insiste, c'est pas du tout nouveau. Il y a 2 ans, quand il veut, il dit pas ce qu'il pense. Il pense un truc X et il va vous faire toute une espèce de construction verbale Y. Et donc vous êtes obligé de revenir à X. Vous allez devoir faire l'effort, alors que vous avez plein d'intervenants qui disent X, vous voyez, ils disent ce qu'ils pensent. Je parle pas de bonne foi ou de mauvaise foi. Vous pouvez très bien penser à un truc de mauvaise foi, X, mais vous allez dire X. Résilient, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, quand il veut dire X, il va tout faire plein de calculs verbaux, il va vous dire Y, un truc complètement anodin, et puis alors,
Ensuite, il va y avoir des phases de décompression où il va se mettre à insulter tout le monde. Là, il tombe dans la mode islamique consistant à traiter de pédophiles et tous les non-musulmans. Donc, je viens de le subir. Touko, c'était hier. Je sais pas, Yves, c'est avant-hier. Donc, les gens qui sont pas musulmans, ils sont pédophiles, ils sont ivrognes, ils ont tous les défauts du monde. Donc, lui, ça, il le fait. Et c'est dans des moments de décompression. C'est-à-dire qu'entre deux phrases compliquées qu'il va faire, c'est Y, alors qu'il veut dire X, envoyer le message X. Il va avoir ces phrases ultra insultantes, ultra agressives. Donc, déjà, c'est un mystère. Mais moi, c'est pas une certitude, hein, c'est pas une vérité absolue. Je dis que quelqu'un qui décompresse comme ça, c'est quelqu'un qui genre va parler 15 minutes et puis pendant 2 minutes il va décompresser, insulter tout le monde, traiter les gens de pédophiles. Là je sais pas, il a vraiment fait un truc, une insulte qui a duré genre au moins 20 ou 25 secondes, peut-être 30 secondes, peut-être 40 secondes, j'ai pas chronométré. C'est qu'il a évacué une... voilà, fallait qu'il tape sur un mécréant, fallait... Bon. Et puis ensuite il va reprendre, il va... voilà. Et en fait il accumule une espèce de... il est quelqu'un qui est peut-être un peu ambitieux et qui s'est égaré sur Twitter, parce que bon, quand on est sur Twitter, c'est pas pour gagner de l'argent. Enfin, a priori, les influenceurs, ils en gagneront plus sur TikTok. Hein. Et alors peut-être qu'il est sur TikTok, ça par contre, j'en sais rien. C'est pas mon... Voilà, je suis pas sur ce terrain-là. Je pense qu'il est ultra fanatique. Alors je dis pas de l'islam. Hein. Voilà, il n'a pas l'air de connaître grand-chose à l'islam, mais... il se dit musulman et il a des réflexes, il fait des lapsus du genre, il dit homme de science en parlant des imams. Donc je sais pas si... Voilà. Et ça, c'est pas un calcul. C'est un truc qui est présent dans ses habitudes. C'est un réflexe conditionné. Il arrive à... Donc imaginez, si on lui parle de science, il prête une sorte de potentialité crédible. Alors, la crédibilité, attention, quelqu'un qui est imam, on va lui accorder qu'il connaît le Coran. Mais ça n'a rien à voir avec la science, c'est de la mémoire, vous connaissez quelque chose, voilà, c'est une connaissance. Donc, certains musulmans l'utilisent dans ce sens, mais dans l'intonation que j'ai entendue, il y avait une espèce de fantasmagorie, comme si connaître l'islam, c'était avoir une espèce de supplément de connaissance sur le réel. Donc, il est vraiment, il est musulman, il a peur d'aller en enfer, il est victime du pari de Pascal neurologique, ça, il y échappe probablement pas, c'est pas forcément conscient. Par contre, il croit qu'il défend une cause. Et il s'est construit tout un univers imaginaire basé sur le passage de l'individu au groupe. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est qu'il va inventer des groupes. Par exemple, Résilience se considère comme plus légitime à parler d'esclavage que moi, que je sais pas, n'importe qui. Alors il n'est ni plus ni moins victime que moi de l'esclavage, et il n'a pas plus de droits, par exemple, que moi ou que n'importe qui, de prétendre revendiquer quelque chose au nom du fait qu'il y a longtemps on a réduit en esclavage des gens. De même, il a une tendance très prononcée à se prendre pour un noir. Alors j'explique cette expression parce qu'a priori il est noir, il le revendique, mais je veux dire, il pense que en tant que noir, il peut exprimer des revendications qui ne seraient pas possibles, par exemple que moi je n'aurais pas le droit d'exprimer. C'est un peu, si vous voulez, il fait comme s'il appartenait à un groupe et qu'au nom de ce groupe, il va revendiquer quelque chose et que moi j'appartiens à un autre groupe et qu'au nom de cet autre groupe supposé, je n'ai pas à dire ceci, cela. Par exemple, moi je suis un Français blanc colonisateur, je lui dois quelque chose. Voilà, dans sa tête, je lui dois quelque chose. Il va penser, par exemple, la France, elle héberge, et d'ailleurs elle paye assez cher, le fils de Ben Laden. La France, par exemple, le pays France, il considère que le fils de Ben Laden n'a rien à voir avec son père. Il fait pas... Résilience, c'est le contraire. C'est-à-dire, vous êtes français, vous êtes blanc, vous êtes automatiquement redevable. Vous avez une espèce d'impôt moral à payer parce que des gens qui étaient blancs il y a X siècles, enfin il y a 2 siècles, ça s'est terminé il y a 2 siècles environ, ont esclavagisé des gens qui étaient noirs et qui étaient de la même couleur de peau. Donc de ce point de vue, il est raciste, il est racialiste, raciste, vous utilisez le mot que vous voulez, il est surtout collectiviste. C'est-à-dire qu'il va faire comme Ouria Boutelja. Et j'ai bien vérifié, hein, parce qu'on avait convenu que je passerai du temps. Donc j'ai passé du temps, c'est automatique. C'est-à-dire c'est pas un processus choisi. Il est comme Ouria Boutelja de ce point de vue, mais il ne le sait pas. Mais si on lui dit, il va dire oui, oui, j'assume, mais il ne le sait pas. Il décide pas. Il est comme Ouria Boutelja, il dit j'appartiens à ma communauté, j'appartiens à ma famille appartient à la communauté, voilà, on fait pas ce qu'on veut, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, on doit rendre des comptes à sa famille, on doit rendre des comptes à sa communauté, etc. Et, j'insiste, ça c'est l'axiome, et c'est automatique, chez lui c'est automatique. Et donc, il a tout son discours qui tombe par terre à cause de ça, puisqu'il va s'appuyer sur ses axiomes, qui ont évidemment, voilà, seuls les gens qui sont d'accord avec cette grille de lecture, cette grille langagière, vont le suivre. Sinon, les autres, moi par exemple, je ne suis pas plus...
je ne suis pas moins que lui un descendant d'esclaves. C'est-à-dire que moi, je m'autoriserai tout à fait, je dis, je vais pas le faire, c'est pas mon sujet, mais je m'autoriserai tout à fait à le traiter de colon et à dire qu'il a participé à l'esclavage puisqu'il a la nationalité française. C'est-à-dire que pour moi, le fait qu'il est noir ne lui donne aucune légitimité à parler de l'esclavage, par exemple. Et ainsi de suite. J'ai pas la même grille. Je ne suis pas dans cette grille. Moi, je regarde le fait de ressentir, c'est-à-dire d'être humain, d'être un animal, la souffrance animale, la souffrance humaine, le bonheur, etc. Je regarde pas les signatures, la couleur des capes, le maquillage, les cartes de visite. Ok, lui, si, il va regarder. Je suis noir, je suis donc habilité à vous parler de l'esclavage et à vous demander des comptes. Il est dans cette grille de lecture-là. Et c'est extrêmement profond chez lui. Et alors, je soupçonne, sans en être sûr, que c'est pour compenser une tentation d'apostasier. Je pense qu'il a déjà plus ou moins apostasié dans sa tête. Il est moitié-moitié. Et que du coup, il s'étourdit en quelque sorte dans cet engagement qui le fait aller perdre sa vie sur l'espace, parce que lui, contrairement à moi, c'est pas formel, il est pas obligé, enfin moi je suis pas obligé non plus, c'est pas la question, mais je veux dire, il n'y a pas un programme, voilà, il milite politiquement avec 1500 personnes, il y a toujours les 30 mêmes, tout le monde se connaît par cœur, tout le monde connaît les astuces de tout le monde, les petites manies, donc je pense que c'est plus fort que lui, il a besoin, et c'est probablement parce qu'il s'interroge sur son devenir spirituel. Il se dit, si je suis pas à fond dans c'est pas forcément très conscient, mais il se dit, si je suis pas à fond dans cet engagement, je vais me désagréger mentalement et ne plus être sûr de rien. J'ai besoin d'appeler à une révolte décoloniale, des trucs comme ça, vous voyez, il nous parle des Américains, de Maduro, des trucs qui n'ont strictement aucun sens, enfin, qui ne peuvent avoir un sens que si vous leur imposez une grille collectiviste, c'est-à-dire vous avez avec des groupes, voilà, donc il se sent, plus proche de Maduro, et plus éloigné de Trump, qui ferait partie des puissants, des blancs puissants, puis Maduro serait, malgré tous les crimes qu'il a commis, d'une certaine manière un peu, alors il peut pas dire que c'est un frère en islam, Maduro n'a jamais déclaré être musulman, mais il le vit comme ça. Il le vit de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il a une tendance, et voilà. Donc pour moi, il est habile avec voilà, il est capable d'appuyer sur désactiver les micros, il sait le faire, il a l'habitude, etc. Mais il n'est pas générateur de structures pour essayer de rattraper et de retrouver, d'obtenir de ce monde musulman d'espèces, parce qu'il ne s'agit que d'espèces pour l'instant, qui descendent de leur piédestal, qu'ils arrêtent de se croire supérieurs et qu'ils acceptent de parler avec les merdes que nous sommes, les gens inexistants, qui n'avons pas la connaissance et reçu la vérité absolue, etc. Donc à mon avis, Résilient n'est pas du tout une porte d'entrée vers ce mécanisme. À un moment donné, donc comme on en avait déjà parlé, il y avait Albert Ali, mais Albert Ali, c'est un peu la Suisse, si je le comparais à tous les pays d'Europe, voilà, il se comporte comme la Suisse, il n'est pas... Je ne sais pas ce qu'il en est, ce dont je suis sûr, même s'il ne l'avouera jamais évidemment, ce dont je suis sûr, c'est qu'Albert Ali, c'est quelqu'un de rationnel, qui, de son point de vue personnel, vise le paradis et pas l'enfer. S'il croit à l'islam, pour moi, Albert Ali, il va gérer son pari de Pascal de manière consciente. Voilà. Son objectif, c'est de ne pas aller en enfer. Le reste, il s'en branle, il s'en bat les couilles, Albert Ali. Et donc, il y a des jours où il se dit, il y a vraiment seulement une chance sur 1 milliard que l'islam soit vrai. Bon, j'exagère un peu, j'en sais rien, mais je veux dire, il y a des jours où il n'est pas du tout sûr et il se dit, bon, voilà, je prends un peu des aises. Et puis, voilà. Albert Ali, c'est quelqu'un qui est conscient de son pari de Pascal. Et il est générateur de structure. Il pourrait l'être, mais je dirais s'il était payé pour ça. Voilà. Il va pas bénévolement, il écoute, il s'intéresse, il a des diplômes d'histoire, je crois qu'il est prof d'histoire, il a fait des trucs, mais il va pas... Lui, ce qu'il veut, c'est pas aller en enfer. Voilà. Alors, il n'est pas sûr que ça existe, il n'est pas sûr qu'il y a le paradis en enfer. On voit bien qu'il n'est pas sûr que l'islam est vrai. Évidemment, il ne pourra pas le dire en public. Mais il se dit au cas où, voilà, il aménage ça de manière un peu rationnelle. Après, comment expliquer? Après, il y a le côté identitaire. De mon point de vue, Albert Ali, il s'en tape. Enfin, je veux dire, à mon avis, il n'est pas identitaire. Mais il reconnaît et il assume totalement l'importance de l'identitaire islamique. C'est-à-dire que du point de vue, je pense, à mon avis, je ne suis pas dans sa tête, du point de vue d'Albert Ali, il y a beaucoup de jeunes qui sont musulmans identitaires sans être croyants, qui sont un peu comme lui, alors il a un peu d'empathie, il se dit, est-ce que je peux pas... Voilà. Mais il ne jouera pas un rôle structurant pour essayer de faire descendre les musulmans de leur piédestal et de leur
comment dire, de leur certitude d'être des êtres supérieurs qui détiennent la vérité, qui l'ont reçue par révélation, etc. Et à mon avis, il n'est pas dans ce créneau. Voilà, et résilient, il est joli. Mais s'il y avait qu'un truc à retenir de cette vidéo, c'est que voilà, il veut dire X, contrairement à beaucoup, il souhaite faire passer un message X, il va dire Y. J'appelle pas ça structuré. Voilà, vous pouvez pas structurer. Il n'est jamais franc du collier. Il sera toujours il va édulcorer, il va essayer d'amoindrir, d'anesthésier un petit peu l'auditeur. Il va faire des phrases un peu longues. Alors évidemment qu'on devine, qu'on comprend, parce que si on l'entend 10 fois, on sait bien. Mais et puis il a une haine, mais qu'il contient continuellement, mais qui est une haine. Il a une rage. Et comme il est très prudent, on ne sait pas trop quels sont les partis islamiques qui génèrent cette rage. En particulier, on ne sait pas trop si la libération de la femme... Il n'est pas très prolixe là-dessus. Voilà, il a fait des lapsus, mais il n'est pas super prolixe. J'ai du mal à dire si sa rage, c'est de vouloir remettre les femmes à la maison, enfin, faire de l'islam, enfin, militer pour le côté comment l'islam traite les femmes, je ne peux pas dire. Voilà, c'est son côté où il veut dire X et il dira Y. Donc sa manière de défendre l'islam, c'est de faire semblant de défendre autre chose. Par exemple, il va faire semblant de ne pas considérer qu'Israël c'est le village Astérix qui résiste à une volonté d'extermination par le djihad des alentours. Lui, contrairement à d'autres qui sont francs, lui il va vous parler de décolonisation. Il va dire ah non mais c'est une démarche décoloniale. Il va essayer de ne pas parler d'islam. Il va pas faire comme Zoro Aktugoy et tout. Alors évidemment, Zoro Aktugoy, ils mentent en public. C'est-à-dire, s'ils sont chez France Intel, ils vont parler de décolonisation. Mais ces gens-là, vous aurez pas de mal quand ils sont entre eux, vous aurez pas de mal à les enregistrer en disant il n'y a pas de Palestine, il n'y a pas d'Israël, il y a l'islam et l'islam doit commander la zone. Voilà, ils l'ont dit, je les ai enregistrés, je les ai publiés 15 fois. Voilà, résilient, non, j'ai pas non plus enregistré tous ces trucs parce qu'il n'est pas problématique, il n'est pas très problématique. Mais je sais qu'il pourrait le penser sans que je sache. Je sais qu'il pourrait le penser et ne jamais le dire et toujours nous faire le troll de la décolonisation à l'islamo-gauchiste. C'est-à-dire comme les gens qui ne sont pas musulmans mais qui disent que les Israéliens ont colonisé la Palestine. Voilà. Donc ce truc-là, lui, il va le faire tout le temps, même s'il ne le pense pas. A priori, il ne le pense pas, parce qu'un musulman ne pense pas ça, mais il va nous faire de la Maldon, du Caillon-Win, de la Mathilde Panot, de la Rima Hassan, enfin, voilà. Mais lui, vous ne l'enregistrerez pas, même pas la nuit, ou peut-être si, en H24, voilà. Moi, je ne peux pas dire qu'il puisse être un vecteur structurant... Même pour la forme, la forme, il va toujours la rediriger pour son militantisme. Il n'est pas capable d'objectivité, pas de neutralité, mais il n'est même pas capable de, comment dire, si vous lui dites quelque chose, l'autre jour je suis monté, par exemple, c'était il y a 2-3 jours, je suis monté pour l'expliquer, vous sous-estimez l'islamophobie. Alors ils auraient dû être contents. Je dis, vous sous-estimez l'islamophobie. Et lui, il est pas con, hein. Il a pas vu le côté positif par rapport à ce qu'il dit tous les jours, puisqu'ils sont tout le temps en train de geindre l'islamophobie, nanana. Il n'a pas vu le côté positif, il s'est dit, c'est JC Drazang, il doit y avoir un truc. Alors que moi, il n'y avait rien de caché. Hein. Mais il m'a attribué tout de suite, j'étais forcément le diable, j'étais forcément quelqu'un qui allait avoir un sous-entendu caché. Et donc il s'est dit, s'il nous dit ça, c'est pour sûrement nous baiser la gueule. Et donc non, il a dit, il n'y a pas d'islamophobie en Occident. Et il est reparti, il n'y a que du racisme, de la colonisation, enfin bon, il est reparti sur ses délires. Et voilà, c'est très très représentatif de sa démarche. Alors que j'avais... Bon, il m'a coupé bien sûr, donc j'ai rien pu dire, hein. Enfin j'ai pu dire le début. Mon intention, elle était très claire, je ne voulais pas leur dire qu'ils avaient tort ou raison, je voulais leur expliquer la distance qu'il y a entre la façon dont ils pensent qu'ils vont nous mater, hein, puisque bon, ils nous ont déjà quasiment réduit en esclavage, mais dont ils vont... et en réalité, la souffrance qu'on ressent de se faire esclavagiser comme ça, et... surtout le fait qu'on sait que c'est islamique, on le voit, enfin, et qu'il y a une rage, il y a une vraie... Je voulais leur dire à quel point cette islamophobie, elle est complète. On n'est pas... voilà, on se prend des coups et on se fait martyriser, mais on a compris que c'est l'islam. C'est pas... je voulais vraiment pas du tout les choquer, je voulais leur expliquer qu'on est vraiment... Enfin, qu'ils sous-estiment... Parce que, en fait... Quand ils parlent, eux, ils sont complices, donc ils vont pas chercher à se convaincre les uns les autres d'un truc, non. Mais on a l'impression que quand ils parlent, ils pensent qu'on est dupes. Voilà, par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple tout simple. Ah non, tu détestes l'islam parce que t'es facho. Et ils pensent que le mec à qui il dit ça,
il va réfléchir, ah, je suis facho, l'islam c'est peut-être très bien, mais j'ai un prisme parce que je suis facho, et mon fascisme est une maladie qui me ferait penser que l'islam c'est mal. Des fois on a l'impression qu'il s'attendrait à ça comme réaction. C'est très bizarre en fait. Je veux dire, vous allez dire à quelqu'un que c'est un fils de pute. Il va comprendre que vous lui déclarez la guerre ou que vous voulez pas lui parler. Il va pas comprendre que vous souhaitez l'informer que sa maman se prostitue. Vous voyez? Il va pas entendre ça. Si vous arrivez vers lui et que vous lui dites t'es un fils de pute, bah il dit ouais ok, ce mec est en train de me traiter, de chercher la bagarre quoi. Et en fait, des fois il y a un doute. C'est-à-dire que des fois, il dit non non, vous n'êtes pas islamophobe, vous êtes raciste. Des fois on a l'impression que c'est comme s'il disait vous êtes des fils de pute. Des fois on a l'impression qu'il souhaiterait nous convaincre que nos mamans sont des prostituées et non pas qu'il est en train de nous insulter. Et c'est très très bizarre. Et du coup, la seule solution possible à cette énigme, ce serait que lui cherche à se convaincre que les mamans des personnes qui l'insultent sont vraiment des prostituées. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est pourquoi? Parce que ce serait nécessaire à une certaine forme je sais pas comment on dit, vous savez, quand on met du produit pour que toutes les pièces soient bien soudées ensemble, pour sa foi en l'islam. C'est-à-dire que si on n'est pas des fils de pute, si nos mamans sont pas des prostituées, mais alors, je suis en train de broder, hein, mais alors ça voudrait peut-être dire que l'islam raconte des conneries depuis le début. Et je pense qu'il peut y avoir un processus comme ça. Et donc comme il lutte contre les baisses de foi, à mon avis il gagnera et retrouvera la foi en l'islam. Et je lui ai mis un message pour lui dire gare à la radicalisation quand même, parce que il n'est pas très loin de basculer. Moi j'ai connu des gens qui se la jouaient, je suis un gros militant politique, je vais faire la révolution, on va dire communiste entre guillemets. Bon, puis ils sont partis, ils étaient soit à deux doigts, soit ils sont partis, soit j'ai pas eu la suite de l'histoire, mais aux dernières nouvelles, ils étaient à hésiter entre devenir un soldat de Daesh, devenir un taliban, voilà. C'est-à-dire que la bascule se fait vite. Et ça, moi, je pense que les probabilités sont basses, mais elles sont pas assez basses pour qu'ils n'y prennent pas garde. Je lui ai écrit une fois, je pense qu'il ira pas, enfin je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, le seul pronostic que je peux faire, c'est un risque effectivement de radicalisation islamique par retour, par peur d'être un mounafik. Voilà. Il est en train de gérer une peur d'être un mounafik et de s'étourdir en faisant plein de trucs et de machins, voilà, de construire des grilles Là même où le marxisme a abandonné la sincérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'islamo-gauchistes ce sont des marxistes débridés qui ne croient plus en leurs valeurs marxistes, mais qui ont décidé de renverser le monde par haine. Ils ont dit bon bah, nous ne serons jamais riches, on va pratiquer la politique de la terre brûlée, on va détruire le monde, et pour ça, s'allier au djihad, c'est l'idéal. Et donc on a cette bascule du marxisme dans le refus enfin, ils n'espèrent plus changer le monde, et donc ils vont le détruire. Voilà, et pour ça, le rapprochement avec le djihad qui lui prône que la vie ici-bas est interdite et que tout se passe après, et donc il y a une cohérence, une cohésion, il y a une entente, un rapprochement qui se fait. Mais de ce fait, les dernières bastions communistes construisent des routes et des chemins, enfin des zones dans la mer, vous voyez, des courants marins qui amènent le mec qui se veut absolument marxiste dans sa tête, qui est jeune, qui s'est construit une grille de lecture marxiste, il peut encore plus facilement dériver puisque c'est la porte à côté, puisqu'ils sont devenus alliés, quoi, maintenant. Le djihad et la révolution prolétarienne, ils sont